Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux nombreux rachats qu'il y a pu y avoir dans le secteur de la gestion de patrimoine ces dernières années, avec une question, comment et pourquoi rester indépendant dans un secteur qui s'est beaucoup concentré ces dernières années. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Cédric Marc. Tout d'abord, bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé gérant chez Patrimonio Finance, vous nous le raconterez dans un instant, mais vous avez cédé un cabinet de gestion de patrimoine dont vous étiez à la tête pour ensuite recréer un nouveau cabinet de gestion de patrimoine indépendant, donc qui n'est pas rattaché à un groupe, mais nous avons le plaisir d'accueillir également Guillaume Lucchini qui est avec nous en duplex. Bonjour Guillaume Lucchini. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé gérant de Scala Patrimoine et si je ne dis pas de bêtises, vous n'êtes pas rattaché à un groupe, vous continuez votre chemin en indépendant, Guillaume Lucchini. Encore et toujours. Encore et toujours. Cédric Marc, on va peut-être commencer par vous. On a vu ces dernières années défiler beaucoup d'informations sur des rachats de petits cabinets de gestion de patrimoine qui venaient se rapprocher de gros groupes, de gros acteurs de la gestion de patrimoine, une concentration du secteur. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous qui avez vous-même cédé un cabinet de gestion de patrimoine pour ensuite en recréer un autre? En fait, il y a une question de choix de ce qu'on a envie de créer dans le futur avec le client, sachant qu'on a le plus souvent accompagné les clients depuis 5, 10, 15 ou 20 ans. D'accord. Et cette perte d'indépendance, on en parlera peut-être, on verra peut-être les limites, je trouve qu'elle peut affecter la relation que l'on a dans le futur avec les clients ou voire leurs enfants. D'accord. Donc là, on est directement sur le sujet client, sur la transition qui s'opère lorsqu'on rachète, effectivement, lorsqu'on vend sa clientèle ou qu'on rachète une clientèle. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de nécessité pour un certain nombre de cabinets de gestion de patrimoine qui ont décidé finalement de se concentrer, d'aller adhérer à un groupe plus conséquent ? Moi, je pense que c'est plutôt pour préparer sa retraite. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant toute notre vie, on a accompagné les clients pour les accompagner à la retraite. Et puis, je pense que les achats des fonds, c'est surtout pour ça. C'est pour faire la transition de cabinets qui étaient de taille plus ou moins grosse. Des dirigeants qui, sont proches de l'âge de la retraite et qui ont envie d'offrir probablement une pérennité à leurs actifs financiers et à leurs clients. Pourquoi voit-on, selon vous, le secteur se concentrer ? Parce qu'il y a effectivement la décision de vendre son cabinet à un groupe plus gros. Quelle nécessité de grossir en gestion de patrimoine, de devenir un acteur plus conséquent de la gestion de patrimoine ? C'est pas clair pour moi, ça. D'accord. C'est pas clair pour moi. On demandera peut-être à Guillaume Lucchini dans un instant. Mais... je pense que c'est surtout pour un volet financier, pour le cédant. Et je pense qu'aujourd'hui, un indépendant, il a sa place en étant accompagné avec une bonne équipe, bien entourée, avec des bons profils. Je pense qu'il a tout à fait sa place, comme on le fait depuis 25 ans, pour continuer à accompagner les clients, je dirais, dans le futur. Donc, pour répondre à votre question, je pense que c'est un volet financier, l'opportunité pour les cédants de faire du cash out et puis et d'accompagner un petit peu leur clientèle et puis après faire autre chose. Il n'y a pas quand même une opportunité de mutualisation de produits, potentiellement de frais réduits avec un volume de clientèle plus gros? Ça, c'est pas des opportunités qu'on peut envisager lorsqu'on voit une concentration dans le secteur? J'en suis pas persuadé. En fait, j'en suis pas persuadé parce que le modèle des regroupements, en fait, dorénavant, elle est extraordinairement proche des banques de gestion privées de grands réseaux. Et donc, en fait, nous, on avait pour essence depuis un quart de siècle, justement, de créer une indépendance des petites boutiques. Et je dirais, le marché, en fait, il va dorénavant sur des regroupements de cabinets qui sont plus gros que des banques sur lesquelles on est en compétition. Donc, je ne suis pas persuadé, en fait, que ce regroupement apporte une offre complémentaire. Pas du tout. Guillaume Lucchini, ces dernières années, on a vu beaucoup de rachats, je le disais il y a un instant à Cédric Marc. Qu'est-ce que ça vous évoque, notamment, effectivement, on reviendra sur le sujet clientèle dans un instant, mais déjà, qu'est-ce que ça nous dit du secteur de la gestion de patrimoine en France? Est-ce que c'était une nécessité ou est-ce que c'est effectivement plus en lien avec un volet financier, comme nous l'expliquait Cédric Marc, selon vous? En fait, je pense, Nicolas, qu'il faut prendre un tout petit peu de hauteur sur le sujet. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu la composition aujourd'hui de la gestion de patrimoine en France, c'est essentiellement des petits cabinets, des petites structures. Je crois que les chiffres aujourd'hui des autorités de régulation nous informent que quasiment plus de la majorité des cabinets sont quand même des structures qui sont des toutes petites boutiques. Donc quand on parle de toutes petites boutiques, c'est des structures
qui font moins de 10, voire moins de 5 personnes. D'accord. Donc c'est essentiellement des gens qui sont dans le contact humain, qui sont structurés très souvent en quittant des établissements bancaires pour essayer, comme le disait effectivement Marc en plateau, d'apporter un service client. Maintenant, ce qui est certain, c'est que ces 10 dernières années, la réglementation s'est sacrément durcie, que ça soit avec MIF2 ou autre, et donc il y a la nécessité de plus en plus dans ces petites boutiques de s'outiller. Quand on parle de s'outiller, c'est-à-dire globalement d'avoir quelqu'un qui va s'occuper du juridique, de l'administratif, de la compliance. Et je pense que pour ces petites structures, à un moment donné, le temps consacré à l'administratif est beaucoup plus important que le temps passé en clientèle, donc à faire ce métier de conseil. Et je pense que pour certaines boutiques, effectivement, c'est un choix de se poser la question, de se dire, est-ce que je vais être en capacité de pouvoir continuer ces prochaines années comme ça ? Ou est-ce qu'il va falloir que je recrute et mon chiffre d'affaires n'est pas en adéquation avec la capacité finalement de financer ce type de poste. Donc, ça veut dire, si je vous suis, Guillaume Lucchini, que face au poids administratif, il faut une taille minimum pour rester indépendant. Si je comprends bien, que lorsque l'on est trop petit, ça devient trop compliqué de gérer en même temps sa clientèle et l'administratif ? Oui, je pense, parce qu'il y a un certain nombre aujourd'hui d'obligations qu'on met à la charge aujourd'hui du conseil et qui nécessitent un certain nombre de tâches qui sont des tâches assez chronophages. Donc là-dessus, je pense qu'il y a quand même beaucoup de petits cabinets qui se sont posés la question dans un premier temps, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être de mutualiser. Maintenant, est-ce qu'il y a une réelle mutualisation ? C'est-à-dire qu'est-ce que cette mutualisation est finalement dans l'intérêt du client ? Et au final, on a basculé de plus en plus sur une mutualisation qui était plus une mutualisation avec des objectifs d'apporter plus de revenus au conseil versus plus de valeur ajoutée du côté du client. Et je pense que c'est là où a été un tout petit peu la dérive. C'est-à-dire que les modèles économiques aujourd'hui qui existent avec des fonds, ils sont nombreux. Vous pouvez avoir des fonds qui sont vraiment là pour apporter une vraie valeur ajoutée, vous apporter en termes de développement, et puis des fonds qui sont juste sur des logiques d'achat-revente, c'est-à-dire j'achète, j'utilise la dette, je fais tourner les portefeuilles et je fais une rotation notamment des actifs du client pour dégager plus de marge. Et là, on a vu toutes les dérives qu'on a actuellement sur les produits structurés surmargés, sur le private equity surmargé, etc. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il faut payer effectivement le multiple d'EBITDA qu'on a financé à la personne sortante, avec cette idée qu'on va revendre la structure dans 4-5 ans, ou du moins le fonds, en tout cas quand il est rentré, c'est pour ça. Et là, à mon sens, on arrive aux limites du modèle. C'est-à-dire que d'un intérêt finalement pour le client d'avoir une structure qui va pouvoir être accompagnée pour lui apporter peut-être plus de services et plus de valeur ajoutée, on arrive à des structures finalement qui rachètent des cabinets avec des objectifs de taille pour revendre à des structures plus grosses dans des logiques effectivement de buy-out. Et pour moi, à mon sens, là, le client n'est plus du tout au centre de l'équation. Le client va être finalement la personne qui va payer ce sortant, c'est-à-dire très souvent le dirigeant sortant, qui n'est pas forcément proche de la retraite. On le voit aujourd'hui, nous, on a été sursollicités depuis 3 ans pour savoir si on voulait effectivement vendre ou pas. Et je ne vous cache pas que je suis un peu loin des 65 ans encore. Donc, c'est pas forcément tant la retraite qui est un sujet, mais c'est plutôt à combien on finance finalement ce rachat, quoi. Une remarque pour vous, Guillaume Lucchini, avant de repasser la parole à Cédric Marc. Le client est libre de changer s'il le souhaite. S'il reste, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est finalement quand même content de la manière dont se déroule l'évolution du secteur, ou en tout cas la manière dont il est accompagné ? Alors, nous, par expérience, je vais vous dire ce qui se passe, on a de plus en plus d'appels entrants et de personnes qui arrivent de ces fameuses grosses structures qui sont créées par croissance externe et où les clients ne se sentent plus du tout, entre guillemets, accompagnés, ou du moins avec des investissements qui sont vraiment en adéquation avec leurs besoins et pas en adéquation finalement dans les besoins de la structure qui rachète. Donc on voit moins de suivi dans le détail, si je comprends bien. Ouais. Ouais, exactement. Moins de suivi, et puis surtout, ils se rendent compte que du jour au lendemain, on leur fait changer toute leur structuration patrimoniale. Des opérations qu'ils avaient faites, on les dénoue au profit de nouvelles, et très souvent, c'est pas forcément dans un intérêt patrimonial, mais plus dans cette idée finalement de recréer finalement une sorte de rémunération pour finalement l'acquéreur, quoi. Cédric Marc, on l'a compris au début de votre intervention, vous êtes convaincu par le modèle indépendant. Ça veut dire une structure plus petite, avec moins de clients, mais accompagnée plus durablement ? Exactement, parce que je pense que le message qu'on essaye de transmettre à nos clients, c'est qu'on s'inscrit, je dirais, dans une pérennité transgénérationnelle.
nous serons là pour vous occuper de vos clients, voire de vos petits-enfants. Donc c'est un message qui est très rassurant, comment dire, pour les clients à l'extérieur, mais c'est aussi un message qui est très rassurant en interne, puisque ça donne de la lisibilité à nos consultants. Ça leur donne aussi l'information qu'on travaille dans le temps. Et puis ça permet aussi de s'entourer de bons professionnels et d'éviter le turnover. Mais ça veut dire, pour un dirigeant d'entreprise, qu'on ne peut pas aller au-delà d'une certaine taille lorsqu'on est à la tête d'un cabinet de gestion de patrimoine ? Non, je ne pense pas. En fait, il faut agglomérer des compétences. Il faut agglomérer des compétences au niveau juridique, social, fiscal, financière. S'agglomérer avec, par exemple, des relations privilégiées avec des sociétés de gestion, avec des notaires qui peuvent intégrer l'équipe. Non, je ne pense pas. En fait, il faut qu'on recrée le rêve d'il y a 25 ans, ce que l'on a créé, c'est-à-dire une maison du patrimoine sur ces différents aspects-là, avec différentes compétences. Mais on est obligé de grossir parce qu'il y a un décalage tellement énorme depuis 3 ans avec ces cabinets de taille importante, d'ailleurs dont on faisait partie, lorsque moi j'ai vendu il y a 2 ans et demi, mais qui sont devenus, je dirais, des monstres. Ça accroît la concurrence sur le marché, ça rend l'activité plus difficile de voir des cabinets de plus en plus gros via de la croissance externe ? Non, en fait, c'est pas tant au niveau des clients, parce que comme le disait Guillaume, on a des appels entrants justement de clients qui sont déçus. Mais c'est surtout, en fait, je pense, au niveau du recrutement. Parce qu'il faut donner un gage de durabilité auprès des personnes que l'on recrute, parce qu'il y a la concurrence entre des grands groupes et des structures de taille modeste. Guillaume Lucchini, on va finir avec vous. Comment on résiste aux sirènes du rachat lorsqu'on est sollicité, comme vous nous le disiez il y a un instant ? En fait, comme le disait Marc, c'est quel objectif ? Si l'objectif, c'est de servir au mieux le client et d'adjoindre des compétences et de se retrouver dans un modèle économique où on va vraiment avoir à cœur effectivement d'accompagner le client, je pense que ça s'entend. Aujourd'hui, le modèle n'est pas du tout celui-ci. Donc je pense que, comme il a été question sur le plateau, en fait, à mon sens, la problématique est la suivante. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de cabinets sont des indépendants et pas des entrepreneurs. Et ce que disait Marc est très vrai, c'est qu'aujourd'hui, un cabinet qui veut continuer à se développer sans forcément avoir besoin aujourd'hui de se faire racheter ou autre, sauf des velléités personnelles du dirigeant de faire un cash-out, mais concrètement, il a une logique de réinvestissement. Et je pense que c'est la grosse différence entre les cabinets aujourd'hui qui tiennent et qui continuent à se développer et des autres, c'est que ceux qui tiennent, très souvent, ils ont à leur tête des entrepreneurs qui n'ont qu'une vision, c'est la valorisation du client et du conseil, et donc du coup, qui vont avoir à cœur, c'est ce qu'on a fait chez Scalet depuis 10 ans, d'investir chaque euro qui est gagné dans l'humain, dans les compétences, dans l'expérience client, pour justement faire en sorte que ces clients viennent pour les bonnes raisons, c'est-à-dire un conseil indépendant, sur mesure, et que justement, en étant 100% aujourd'hui détenteur de notre capital, on n'est pas conflicté avec un fonds X ou Y qui vous demande une renta à la fin d'année, et cette renta, très souvent, elle s'opère sur le dos du client. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la vision du marché, ça va être de plus en plus des boutiques comme les nôtres qui vont se développer. Et comme le disait Marc, il y aura un regroupement qui se fera à un moment donné d'indépendants au sens conseil et pas indépendant au sens capitalistique. On va devoir arrêter là. Merci beaucoup Guillaume Lucchini de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé fondateur de Scala Patrimoine. Merci également à vous Cédric Marc, associé gérant chez Patrimonio Finance. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.